Merci, merci beaucoup Eric Vidalin pour cette présentation très riche et je trouve aussi qu'il a le mérite de prendre un peu de hauteur sur les grands enjeux et qui est tout à fait complémentaire avec d'autres présentations qu'on a eues sur des dimensions plus techniques ou plus quantitatives et qui donnent de manière simple et synthétique finalement des pistes de changement des usages du numérique. Et puis, j'aimerais aussi souligner la qualité de vos slides parce qu'ils sont très légers et ils contiennent vraiment l'essentiel de vos propos et l'essentiel des dimensions à discuter autour de ces questions. Peut-être avant de donner la parole à notre audience par chat, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que selon vous, il existe des possibilités de passer à des formes, si on imagine comme celle proposée par beaucoup de théoriciens de l'écologie, à des formes de quotas de données, par exemple. Donc, si on imagine des réductions quantitatives de l'usage et non pas qualitatives du numérique, comment dire, quel degré de réalisme vous voyez dans la possibilité de constituer des quotas de données qui seraient attribués? Alors, c'est évidemment un peu de la politique fiction. Et l'autre élément, vous avez souligné dans un de vos slides l'augmentation de la vulnérabilité que représente l'usage massif du numérique. On a eu une présentation dans ce cycle qui parlait de l'augmentation de la vulnérabilité liée potentiellement à la généralisation de la 5G et des objets connectés et des possibilités de crash et d'effondrement liées au surusage du numérique et au surusage de l'interconnectivité. Et finalement, c'est une question qu'on entend très peu débattue dans l'espace public, qui est plutôt débattue dans la sphère des spécialistes du risque, de l'évaluation du risque numérique, mais qui pourrait peut-être constituer une forme de mode de sensibilisation important vis-à-vis de la population par rapport à ces questions. Merci pour vos questions. Alors, sur la première, la question des quotas de données, je trouve que votre question illustre bien ce que je disais sur les univers et les paradigmes dans lesquels on se situe. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, c'est l'univers de l'infini. Et du coup, ça semble tellement inaudible et inenvisageable de se dire qu'on va poser des limites. Aujourd'hui, la course et l'argument commercial, plutôt que de vous dire que vos données elles ont une quelconque qualité, on va dire, écologique ou environnementale, de la manière dont elles seraient traitées, conservées, l'argument, c'est de vous dire que vous avez des forfaits limités. Et du coup, ça illustre bien ce que je disais entre le paradigme radicalement différent entre le monde, l'univers numérique et l'univers, on va dire, de l'énergie, où on est sorti de ce monde-là. On a compris qu'il fallait intégrer la question des limites. Alors, comme vous dites, c'est de la politique fiction, hein, mais je pense que ça pourrait être envisagé. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, en France, on avait eu un débat sur la tarification progressive dans le domaine de l'énergie, où l'idée, de manière simple, hein, c'était de dire qu'il n'y avait pas vraiment de justification à ce que vous payiez votre kilowattheure le même prix que vous l'utilisiez pour prendre votre douche ou pour chauffer votre piscine. Donc là, je prends deux usages derrière. Évidemment, parmi les critiques, il y avait, oui, on va avoir quelque chose de très autoritaire, coercitif, de quel droit vous vous permettez de dire qu'il est légitime ou pas de chauffer une piscine, etc. En fait, je prends des exemples d'usage, mais on peut réguler sans... On dit, vous faites ce que vous voulez de vos kilowattheures, en fait. Et juste, avec un volume, on traite cette question-là. Et sur les données, c'est un peu la même chose. Données, si vous voulez les utiliser pour ça ou ça, c'est votre problème. Mais en tout cas, je pense que cette réflexion est intéressante parce qu'elle posait cette question de manière très politique. Et en fait, la question énergétique, ce que je disais au début, numérique, elle est très politique. On a tendance à les aborder que sous l'angle technique. Mais non, il y a en permanence des choix qui sont faits, économiques et politiques, même s'ils ne sont pas dits.
Et cette question de la tarification progressive sur les kilowattheures, elle illustrait ça. Donc on avait différents niveaux en disant ça c'est le niveau de base, c'est pour faire votre cuisine, c'est pour vous laver, c'est pour la hi-fi, la vidéo, la télé, l'accès à l'information. Ça constitue un volume de, je ne sais plus, 3000 ou 5000 kWh par an. Et puis ensuite, entre 5000 et 15 000, on va considérer que c'est du confort plus. Et puis au-delà de 15 000, par contre, on va considérer que là, c'est pas du confort, c'est du superflu. Et du coup, on pourrait imaginer quelque chose de similaire sur les données. Pourquoi pas? Ça n'a pas débouché sur quelque chose de concret. Alors, du coup, il faut regarder aussi toutes les critiques qui ont été apportées, les principes de tarification. Mais je pense que c'est quand même des choses qui sont intéressantes à creuser. Après, sur le numérique, je ne sais pas si c'est via la donnée, en fait, que ça serait le plus pertinent. Est-ce que si on fait l'analogie, on a des kilowattheures d'un côté, on a des mégaoctets de l'autre. Mais voilà, ce que je disais, c'est que l'impact se situe plus dans l'équipement, dans l'infrastructure, que dans le flux de données. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu à réguler de manière aussi drastique, entre guillemets, la donnée? Je n'ai pas trop d'avis à ce stade. Mais en tout cas, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée et ouverte. Et je poursuis sur la deuxième question, du coup. Sur la question de la vulnérabilité que je n'ai pas du tout abordée là dans ma présentation, j'ai quelques lignes dessus dans mon ouvrage. C'est des choses qui me sont venues assez récemment, en fait, et à la fin de l'écriture de mon livre. Je vous reprends quelques exemples très concrets aussi dans le domaine de l'énergie. Vous avez des équipements qui sont aussi basiques qu'un poêle à bois, un poêle à granulés. Je dis aussi basique parce que c'est pour livrer la forme la plus dégradée d'énergie, c'est de la chaleur. Ou une unité de méthanisation. Alors, vous pouvez faire de l'électricité ou du gaz, mais souvent aussi on fait de la chaleur. Et bien, dans des équipements comme cela, aujourd'hui, vous avez toujours une couche numérique. Vous avez des capteurs. Mon propos, c'est pas de dire ici est-ce que c'est indispensable ou pas, mais c'est juste de pointer ce que vous disiez effectivement, c'est-à-dire que cette couche numérique, elle est omniprésente. Même dans les équipements les plus basiques, ou en tout cas qui permettent la forme de production d'énergie la plus dégradée, puisqu'on a de la chaleur, et la chaleur, on ne peut pas faire grand-chose à part la chaleur basse température en plus. Donc ça illustre vraiment ce que vous disiez. Et si on prend l'autre bout on va dire, du système énergétique, non pas la production ou l'offre, mais la consommation, regardons aujourd'hui l'ensemble de nos équipements, notamment électroménagers, où on a rajouté des couches numériques, par exemple des machines à laver. Dire quelle est la valeur ajoutée de rajouter une couche numérique sur une machine à laver? À part augmenter la probabilité que cette couche-là plante et du coup rende votre équipement inutilisable avant qu'il soit en panne mécaniquement, on voit que là, en fait, on rajoute de la vulnérabilité dans le système pour une valeur ajoutée qui est quand même très, très discutable. Autant l'échange qu'on a là aujourd'hui, typiquement sans numérique, il n'aurait pas pu se tenir. Donc, on a un exemple de résilience ou d'adaptation du système permis par le numérique. On voit qu'on a plein de cas où, en fait, on rajoute une couche numérique et c'est juste des vulnérabilités supplémentaires constantes. Merci beaucoup. Alors, je reprends la main. Je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur Videlan, qu'on a une question donc, de Laura Robert qui se demande quelle pourrait être la place des logiciels libres pour une meilleure utilisation du numérique. Alors, comme je vous le disais au début, moi je ne suis pas un spécialiste du numérique. Je m'y suis intéressé de manière plus marginale au départ et puis concentrique en partant de mon sujet qui est l'énergie. Sur cette question-là, du coup, je pense qu'il y a des gens, des chercheurs ou des penseurs qui ont
propositions sûrement plus avancées, abouties que moi. Il me semble néanmoins que sur des points très précis que j'évoquais, par exemple ce que j'appelais la tricherie organisée, vous vous souvenez tout à l'heure avec l'exemple du Dieselgate, si on avait des logiciels ouverts, par exemple, si on avait accès au code, probablement que les industriels n'auraient pas eu les mêmes velléités d'utilisation de cet artefact, de cette couche brique numérique pour tromper le régulateur. Mais voilà, je pense que ça peut concourir à rendre les choses plus transparentes, à aller vers ce que j'appelais la démocratie technique, c'est-à-dire permettre de partager les choix qui sont faits sur les logiciels, sur l'infrastructure, sur la conservation des données, leur utilisation, sur comment ces équipements, ces terminaux ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on choisit de privilégier quand on code de telle ou telle manière. Il me semble que ça peut être une des briques qui permet de dépasser certaines des limites ou des freins que. Très bien. Alors, j'enchaîne avec une question de Zoé Shelley ou Kelly. Voyez-vous un enjeu derrière le... Alors, un instant. Au moment où je vous pose la question, j'ai une autre question qui est arrivée, ça m'a remonté. Alors, voyez-vous un enjeu derrière la centralité et le gigantisme des infrastructures nécessaires au numérique? Faudrait-il réfléchir à une décentralisation, à une autonomisation des usages qui permettrait cette démocratisation des techniques dont vous parliez? Je vous ai mis la question dans le chat, si vous avez besoin de la relire. Alors, on a des mouvements, c'est un des premiers points que j'évoquais autour des recompositions des paysages d'acteurs, parce que cette question, elle est à la fois technique et elle est aussi économique quand on parle de décentralisation. Dans le monde de l'énergie, aujourd'hui, on est plutôt dans une évolution opposée, c'est-à-dire qu'on a constitué depuis l'après-guerre des systèmes techniques qui se sont plutôt centralisés. Alors après, les modes de régulation ont varié selon les pays, leur culture, mais en gros, on a plutôt constitué des gros moyens de production qui distribuaient ensuite à travers des réseaux vers des consommateurs atomisés. La culture numérique, par son essence et ses origines, elle fonctionne fondamentalement différemment. En tout cas, la promesse de départ, c'était qu'on arrivait tous sur un réseau avec des capacités d'interaction et de production de connaissances sur ce réseau qui étaient égales. Aujourd'hui, c'est un peu quand on parle de désillusion, c'est un peu ce qu'on observe où on a une sorte de gigantisme avec des GAFAM, par exemple, et on a l'impression que l'univers des possibles du numérique s'est resserré ou en tout cas restreint à travers une constitution, une série d'acteurs très, très limitée par rapport à ce qu'il aurait pu être. Et on peut s'interroger en lien avec la question précédente d'Alain Kaufman sur la vulnérabilité. Est-ce que tout ça ne contribue pas à augmenter les vulnérabilités à la fois techniques et économiques de ces systèmes? Alors que dans ces promesses, quand même, le numérique devait nous permettre d'amener beaucoup plus de résilience avec des fonctionnements en réseau, au plus près des besoins, plus décentralisés. On voit aujourd'hui, on est je dirais pas qu'on est à l'opposé de ça, mais on est dans des tensions importantes. Et en tout cas, l'économie, ce qui est le plus visible, c'est pas là que ça se passe. Je vous remercie. Alors maintenant, nous avons une question de Élise Tancoigne.
J'ai eu le sentiment, en écoutant vos propositions de solutions, par exemple en rendre visible l'invisible, que vous envisagiez plutôt un levier d'action à travers les consommateurs en tant qu'individus. Quelle place voyez-vous pour l'action politique? Alors, non, j'ai peut-être trop insisté sur un volet plus que l'autre dans ma présentation. La question, elle est vraiment systémique. Du coup, on ne peut pas juste dire il suffit d'appuyer là et ça va résoudre le problème. C'est évident qu'il y a une dimension politique qui est très forte. Il y a des régulateurs plus ou moins indépendants selon les pays qui peuvent exister, qui ont un rôle aussi important. Euh, les fabricants, ils ont un rôle évidemment déterminant. C'est eux qui configurent les smartphones et qui nous abordent de publicité pour nous dire qu'il nous faut plutôt ce smartphone avec 3 objectifs plutôt que celui-là qui en avait que 2 précédemment. Du coup, qui faisait des photos de bien médiocre qualité. Donc, il faut que tout le monde prenne sa part. Ce que je veux vraiment éviter, c'est de renvoyer la responsabilité uniquement sur l'épaule du consommateur. Mais ce que je voulais faire à travers mes exemples, c'était dire qu'on a la capacité quand même d'agir. On peut faire des choses qui individuellement seront évidemment bien insuffisantes. C'est pour ça que la question elle doit être politisée et que entre les consommateurs et les politiques, il y a notamment des collectifs, des associations qui existent. Vous avez par exemple en France HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui est une association qui porte des actions en justice auprès des fabricants notamment, pour les amener à s'interroger et être plus transparents sur ces questions d'obsolescence au sens large. On pense souvent qu'à l'obsolescence programmée avec les objets qui tombent en panne au bout d'un certain nombre de cycles, etc. Il y a une obsolescence psychologique avec le matraquage publicitaire, il y a une obsolescence logicielle qui rend votre tablette incapable de fonctionner après X années parce qu'à un moment on vous dit tout a évolué et du coup votre tablette ne supporte pas les nouveaux systèmes d'exploitation, etc. Donc il y a tous ces volets-là. Donc pour résumer mon propos sur cette question, l'utilisateur final il a évidemment un rôle crucial, mais il ne s'agit évidemment pas de tout lui mettre sur les épaules. La question c'est juste d'essayer de trouver des bouts par lesquels chacun individuellement on peut se saisir du sujet, mais la question du politique est évidemment centrale. Sur les écrans que j'abordais rapidement tout à l'heure, l'exemple est à la fois anecdotique, il n'y a pas un enjeu considérable, les écrans publicitaires dans les gares ou dans les toilettes, mais il est symbolique et il montre à un moment où en est le rapport de force. À quel moment le politique décide de dire et on peut considérer que là, stop, il y a une limite. En fait, ça n'a pas de sens de vous abreuver de publicité en permanence quand, par exemple, vous allez prendre votre train avec des écrans dont on ne sait pas grand-chose sur la fin de vie, le recyclage, etc. Je vous remercie. Alors, pour le moment, j'ai plus trop de questions. J'ai eu quelques remarques, en fait, suite à votre explication. Par exemple, de Nicolas Gates, qui nous dit, en principe, le consommateur a une forte influence en choisissant ce qu'il achète. Il est toutefois de plus en plus impuissant et prisonnier des producteurs. Alors, mince, excusez-moi, ça ne défile pas. Exemple 1, il sera bientôt difficile d'acheter une machine à laver sans Wi-Fi, ou encore, pour acheter un billet de train électronique, on risque de devoir changer son OS et donc son téléphone. Le consommateur est relativement impuissant. Par conséquent, quelle est la solution? Faut-il agir politiquement? Ouais, ça rejoint ma réponse précédente. Hein. Je n'ai pas évoqué, mais au tout début de mon livre, pour illustrer ce qui est mettre des mots sur les exemples qui sont donnés là, je reprends les propos d'Illich. Le numérique est un monopole radical. C'est-à-dire qu'il est présent partout, on ne peut plus faire sans, comme on ne peut plus vivre sans voiture. Hein. Si vous pouvez choisir individuellement de vivre sans voiture, sauf que votre univers est configuré autour de la voiture. La taille des trottoirs est configurée par la voiture.
les zones logistiques, la ville est configurée autour de la voiture. Et le numérique, c'est la même chose. Vous dites là sur les billets de train, par exemple, l'illustre parfaitement. Aujourd'hui, essayez d'aller acheter un billet de train dans une gare, il va falloir vous armer de patience si tant est que vous trouviez des guichets encore ouverts. Donc ça illustre bien que cette question-là, elle est politique, notamment parce qu'elle a envahi toutes les sphères des plus, on va dire, propres à la consommation, mais aussi aux plus intimes, les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, les systèmes culturels. Le numérique est vraiment partout, et en ce sens, la question de sa régulation est absolument cruciale. Donc, j'insiste bien là-dessus. L'utilisateur, on peut essayer de trouver des prises pour agir, et notamment pour ne pas se sentir totalement impuissant. Mais notre pouvoir individuel restera limité s'il n'y a pas des relais. Donc il faut trouver des relais. Et pour résumer ça en une question, comment on arrive à faire que demain, l'argument de vente des fabricants de smartphones, pour rester sur un objet très concret, comment on arrive à faire que l'argument de vente demain, ce soit pas « regardez mon smartphone, il a 3 objectifs », mais « regardez mon smartphone, il est composé à 60% de matériaux recyclés, et en fin de vie, je peux vous garantir que votre smartphone, il ne va pas se retrouver perdu en Afrique ou en Asie, mais il réintégrera mes usines et on sera capable de le recycler. Ne disons pas 100%, parce que comme je l'ai dit, c'est impossible de recycler les smartphones à 100%, mais avec des taux qui doivent augmenter structurellement. L'enjeu, c'est ça, c'est faire que ces arguments de vente, ces arguments-là, techniques et écologiques, deviennent les nouveaux arguments de vente à la place de ceux du toujours plus, du toujours plus grand, du toujours plus rapide. Très bien. Moi, à ce niveau-là, donc j'ai plus d'autres questions de la part des invités pour le moment. C'est vrai que c'est très intéressant et ça me fait rebondir. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ou si vous connaissez les autres intervenants qu'on a eus, comme Monsieur Fabrice Flippo également, qui est assez proche finalement de votre discours. Lui, il parle également donc, de la sobriété numérique. Et je n'ai pas pu voir non plus l'intervention de la semaine dernière pour des différents soucis, mais je sais qu'on nous montrait aussi la pollution du numérique avec l'exemple de la Chine. Est-ce que vous avez aussi un avis à donner par rapport à ces sujets-là? Alors, Fabrice Flippo, oui, c'est un des premiers à avoir mis ces questions-là en exergue avec un bouquin qu'il avait écrit avec Michel Debré, notamment sur la face cachée du numérique. Exact. Et il y en a un qui est en préparation, je crois. C'est ça. Il fait une réédition. En plus. J'ai pas forcément de choses complémentaires à ce qu'il a pu vous dire. Peut-être en 2 mots, ce que je trouve quand même très paradoxal, c'est que dans l'univers du numérique, qui est quand même l'univers de la mise en données, du suivi, de l'enregistrement de nos moindres faits et gestes, que dans ce monde-là, on soit incapable de nous dire où notre smartphone ou notre PC va finir sa vie. Je trouve quand même assez paradoxal qu'on soit dans cette situation-là en 2020 aujourd'hui. C'est pas le tout début, c'est pas la première génération de smartphones. Maintenant, on est tous à quelques générations depuis les premiers qui ont été mis sur le marché. Et on a l'impression que c'est toujours la même boîte noire sur qu'est-ce qui se passe en fait, où ces équipements finissent leur vie, alors qu'on est censé être dans un univers où on sait tout de tout le temps. Donc voilà, c'est pas forcément un point très précis sur les conférences précédentes, mais c'est plus un paradoxe, moi, qui me semble quand même assez emblématique des tensions recouvertes par des tensions qu'on a au sein de l'univers du numérique aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Alain, avez-vous quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Peut-être une question qui vous est venue pendant la discussion?
Non, j'ai rien à ajouter. Je voulais faire une publicité pour la revue Futurible à laquelle contribue Monsieur Vidalinck avec un excellent numéro intitulé Futur possible 2030-2050. Donc c'est la revue autour de laquelle se fédèrent beaucoup de gens qui font de la prospective en France en particulier. Voilà, je voulais juste la signaler parce qu'elle a aussi des numéros généralistes et des numéros thématiques qui sont extrêmement intéressants et qui permettent aussi à celles et ceux qui le souhaitent de développer une compétence dans le domaine de la prospective, puisque Futurible offre de nombreuses formations sur ces questions-là. Très bien, je vous remercie. J'en profite également donc, pour remercier Éric Vidalanque et puis pour signaler que cette année, on a eu la chance d'avoir quasiment l'ensemble de nos conférenciers qui sont également auteurs. Donc n'hésitez pas à aller voir leur ouvrage. Cela pourra certainement répondre plus en détail à toutes vos questions, que ce soit sur un aspect philosophique, plus économique ou écologique. Je pense qu'avec l'ensemble des conférences que nous avons eues durant ces 3 mois, vous allez pouvoir répondre à la majorité de vos questions. En tout cas, je suis content d'avoir pu finir avec vous, Monsieur Vidalanque. Et je vous rappelle donc que l'ensemble de votre présentation sera disponible sur YouTube d'ici la fin de semaine normalement. Et pour ce qui est de mon côté, donc l'ensemble de la commission de l'environnement de l'Université de Lausanne remercie donc les conférenciers, mais également Monsieur Alain Kaufmann comme modérateur et également donc l'ensemble des invités et des participants d'avoir pris attention à ce cycle de conférences du séminaire interfacultaire en environnement. Pour le moment, donc, nous n'avons pas encore de thème pour l'année prochaine, mais il sera toujours lié donc, à l'écologie. Et nous vous invitons donc, à nous écrire via l'adresse info-sie@unil.ch pour pourquoi pas nous suggérer des sujets ou des thématiques pour l'année prochaine. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas, et je vous souhaite une très bonne continuation et merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, au revoir.